Good afternoon, everyone. You are welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The first part is in French with yours, Julien Berth Bissaye. Bonjour. Bonjour à vous, Innocène Azem, mesdames et messieurs. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Les travaux de la session extraordinaire du Parlement convoquée par le chef de l'État Paul Biya sont en cours en ce moment à Yaoundé. L'objet de ces assises nationales a été dévoilé par Kavaye Guedibril, président de l'Assemblée nationale. Il s'agit du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Notons que ce code matérialise ainsi la volonté des pouvoirs publics d'assurer et d'approfondir le processus de décentralisation tel que recommandé lors du grand dialogue national. Je vous propose à présent d'écouter Kavaye Guedibril, président de l'Assemblée nationale, dans son discours d'ouverture. Le gouvernement, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général près la dite Cour, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales, honorables députés et chers collègues, distingués membres de la société civile, chers invités, Excellences, Mesdames et Messieurs. À peine avions-nous clôturé nos débats pour le compte de la troisième session ordinaire de l'année législative 2019. Voici que les circonstances nous obligent à nous retrouver une fois encore ce matin pour une session extraordinaire de notre Chambre à la demande du Président de la République. Je voudrais ainsi, comme l'exige, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à l'Assemblée nationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, conformément à l'article 16, alinéa 3 de la Constitution, l'Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de 15 jours sur un ordre du jour déterminé. Celui de la présente session porte sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Nous nous sommes conscients de l'importance de la question de la décentralisation au Cameroun aujourd'hui. Il ne fait pas de doute que le projet que nous sommes appelés à examiner viendra consacrer un processus que mènent les pouvoirs publics depuis quelque temps sous l'impulsion personnelle du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Honorables députés, chers collègues, je vous exhorte ainsi à plancher sur les 10 projets avec sérieux et en toute responsabilité. N'oubliez pas que nous nous situons à un tournant de la vie de la nation. Vous devez y imprimer votre marque afin que la postérité se souvienne de vous comme étant des députés de la 9e législature qui donnèrent le dernier coup d'accélérateur au processus de décentralisation. De suivre Kavaye Guedibril, président de l'Assemblée nationale, dans son discours d'ouverture à la session extraordinaire du Parlement convoquée par le président de la République. Et le nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale doit être construit sur près de 9 hectares. Il s'agit d'un hémicycle de 400 places disposant de 14 étages. Les travaux ont démarré officiellement hier jeudi et le délai de livraison est fixé dans 4 ans. Joël Essenga et Gizogo.
Le temps de bâtir est venu à l'Assemblée nationale et cela passe par l'acquisition d'un nouvel immeuble siège dont la pose de la première pierre vient d'avoir lieu à Yaoundé. C'est avec un air de triomphe que le président de l'Assemblée nationale s'est affiché. Nous célébrons toujours le Cameroun, un Cameroun debout, solide comme le rocher, un Cameroun en marche. Mais également nous célébrons l'amitié, qui est une grande amitié entre nos deux États, à savoir la République populaire de Chine et la République du Cameroun. En écho, l'ambassadeur de Chine au Cameroun se félicite lui aussi de la qualité de la relation entre Yaoundé et Beijing. Le nouvel immeuble de siège de l'Assemblée nationale fera un nouveau monument emblématique qui montre les réalisations du développement du Cameroun et témoigne de l'amitié et du partenariat entre la Chine et le Cameroun. Cette relation, selon l'ambassadeur de Chine, va se refléter à la fois dans les aspects de l'histoire des deux pays. En intégrant les éléments de deux pays, le nouvel immeuble de siège dispose de constructions complètes et d'une forme élégante et gracieuse. Il est à souligner que l'ancien hémicycle revêtu d'une histoire, une signification historique, sera conservé et transformé en musée. Mais reste encore à satisfaire les attentes par la qualité du travail du comité de suivi. Le plus difficile reste à venir. Les élus attendent que leur cadeau sorte du terre. Le peuple attend son joyau architectural. En retour, celui-ci s'engage en effet à se montrer à la hauteur de la mission qui lui est confiée. Nous nous engageons à poursuivre la même lancée pour le suivi, l'exécution effective de ce projet de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée dans les délais et surtout en termes de qualité. Il faut que ça reflète les attentes du peuple camerounais. Œuvre de la Beijing Urban Construction Group, BUC, la construction de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale qui va compter 14 niveaux et un hémicycle de 400 places est prévu pour s'achever en 2023. Son coût d'environ 54,5 milliards de francs CFA est entièrement financé par la Chine. Résolution de la crise anglophone et tensions politiques au Cameroun, le régime de Paul Biya a subi cette année un chiffre record de pression internationale. L'ONU, les États-Unis, le Parlement européen, l'Union africaine, le Commonwealth, l'Organisation internationale de la francophonie et d'autres organisations internationales de la société civile ont eu leur mot à dire au président camerounais. Retour sur les balais diplomatiques au Palais de l'Unité avec Jean Pochouniat. De toute son histoire diplomatique, le Cameroun n'a jamais autant été exposé au devant de la scène internationale, comme c'est le cas en ce moment, depuis l'éclatement du conflit armé dans les deux régions anglophones et la crise post-électorale de la présidentielle 2018. Pour la seule année 2019 tirant à sa fin, la question de la crise anglophone au Cameroun a été évoquée à plusieurs reprises au sein des organisations internationales. On pourrait citer le Conseil de sécurité des Nations Unies avec 3 réunions sur la crise anglophone, dont la première date de mai 2019. La pression internationale sur le régime de Yaoundé s'est accrue avec la brutalité des États-Unis. L'entretien de Paul Biya avec le sous-secrétaire américain chargé des affaires africaines, Tibor Nag, suivi de sa sortie devant le Congrès américain, dénonçant des violences féroces et violations des droits humains dans les deux régions en crise. De la sourde oreille du régime de Yaoundé sur des injonctions voilées de Washington, le bouillant président américain Donald Trump sanctionne le Cameroun, le suspendant des avantages de l'AGOA avec effet immédiat dès janvier 2020. En dehors des États-Unis et l'ONU, le Parlement européen, des organisations non gouvernementales, Human Rights Watch, Crisis Group, Amnesty International, y ont mis du leur, dénonçant avec la dernière énergie des tortures, des détentions arbitraires, des exécutions sommaires des civils, sous des tirs nourris des forces de sécurité et des sécessionnistes. Et le dernier balai diplomatique
presque inédit dans l'histoire du Cameroun ces 40 dernières années. C'est l'arrivée au Palais de l'Unité d'une mission conjointe de 3 organisations internationales. L'Union africaine de Moussa Faki Mahamat, la francophonie de Louise Mushikiwabo et le Commonwealth de Patricia Scotland, tous venus dire à Paul Biya de faire un effort supplémentaire pour la résolution de la crise anglophone et l'apaisement d'un climat sociopolitique très tendu à la veille d'un double scrutin. Face à toutes ces pressions internationales pour un retour à la paix dans les 2 régions en crise et l'adoption d'un consensus politique, Paul Biya a sur sa table les résolutions du grand dialogue national, parmi lesquelles l'adoption d'un statut spécial pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, l'accélération de la mise en œuvre de la décentralisation, la réforme du code électoral et l'éventuel report du double scrutin du 9 février 2020. Une ou plusieurs de toutes ces questions fatalement liées entre elles pourraient sans aucun doute constituer l'ordre du jour de la session extraordinaire du Sénat et l'Assemblée nationale dès ce 13 décembre 2019. La question de l'accès aux soins des populations du Nord-Ouest et Sud-Ouest est en débat à Yaoundé. C'est à la faveur d'une réflexion sur la couverture santé universelle. Au terme du plaidoyer, des recommandations seront faites au gouvernement en vue de faciliter l'accès aux soins dans les zones en crise. Joël Essengue et Guy Soko. On reparle de la couverture santé universelle au Cameroun, avec la particularité que cette fois-ci, l'accent est mis sur l'accès aux soins des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous sommes dit que la couverture santé, elle est globale. Alors, si nous voulons toucher toute la population, commençons au moins quelque part. Pourquoi ne pas commencer la couverture santé universelle dans les zones reculées, celles qu'on appelle aujourd'hui le NOZO? Nous ferons un recensement où nous allons contacter le ministère de l'administration territoriale qui nous donnera des chiffres et nous descendrons sur le terrain. La réflexion sur l'accès aux soins des populations des régions en crise est portée par Value Health Africa. L'organisation va loin en indiquant le mécanisme qui pourrait faciliter l'accès aux soins de santé des couches défavorisées sur l'ensemble du territoire national. Nous allons continuer les activités et pourquoi pas arriver au nord, là-bas à l'extrême nord et voir comment nous pouvons continuer, évidemment non plus maintenant pour les zones en guerre, mais également dans une vision un peu plus globale. Il faudrait que les populations qui n'ont pas assez de moyens financiers, assez de revenus consistants, puissent avoir déjà une couverture santé universelle diminuée. Elles peuvent avoir accès aux examens, à tous les examens médicaux. Le patient qui sera à l'hôpital doit être en mesure de couvrir une certaine charge et elle ne doit pas être élevée. La réflexion de Yaoundé prend les allures d'un plaidoyer dont les résultats seront présentés au pouvoir public pour implémentation. Et comment améliorer la gestion de redevances liées à l'exploitation des ressources naturelles? Lors d'un dialogue intersectoriel, des experts ont insisté sur les questions de bonne gouvernance et des enjeux des réformes minières. Rodrigue Ngassi et Marcel Ngansop. Que de plaintes et de complaintes au sujet des redevances liées à l'exploitation des ressources naturelles au Cameroun. Il y a des défis de redistribution pour les communautés qui sont riveraines aux projets d'exploitation, différents projets d'exploitation. Il y a des défis dans le mécanisme de collecte et de traitement de l'information. Lorsque les lois sont votées, sont publiées, les communautés ne sont même pas informées et elles sont dans l'ignorance, donc ne savent même pas ce qui leur revient de droit par rapport à ce que la loi a établi. C'est fort de ces griefs que le réseau de lutte contre la faim a organisé ce dialogue intersectoriel sur les redevances liées à l'exploitation des ressources naturelles. Il était question pour les participants de contribuer à une certaine mise en cohérence des politiques et législations encadrant la gestion des ressources naturelles au Cameroun. En tant que femmes, nous sommes préoccupés parce que l'exploitation minière ne se fait pas en ville, elle se fait dans les forêts où les femmes mènent leurs activités quotidiennes. Ces activités quotidiennes que sont l'agriculture, la pêche, est-ce que les problèmes des femmes au niveau des sites miniers sont pris en compte? Nous regardons les problèmes des enfants qui se retrouvent dans les sites. Nous voyons les femmes qui travaillent, mais elles ne sont pas rémunérées au même titre que les hommes qui travaillent dans ces sites.
Cette rencontre tombe d'autant plus à pic que le Cameroun est engagé depuis quelques années dans un vaste projet de révision de la loi foncière et des autres textes sectoriels encadrant l'exploitation des ressources forestières et minières. Le dialogue, c'est bien parce que dans le dialogue, on essaye de comprendre les réalités du terrain. Parce que ceux qui sont au niveau de l'administration, peut-être ne sont pas informés de ces réalités sur le terrain. Mais encore, il ne faudrait pas s'arrêter là. Il faut aller jusqu'au plaidoyer. Il faut, n'est-ce pas, toucher les décideurs. Nous avons souhaité regrouper l'ensemble des acteurs du secteur foncier, minier, forestier et des hydrocarbures, étant donné que toutes ces ressources sont assises sur la terre, pour pouvoir identifier tous ensemble les enjeux et les défis et faire des propositions qui pourraient être intégrées dans la loi foncière qui est en cours de révision et dans d'autres lois sectorielles. À travers le projet LANCAM, le réseau de lutte contre la faim s'est fixé pour défi suprême de sécuriser les droits liés aux terres et aux ressources et ainsi améliorer la gouvernance foncière au Cameroun. Un combat de longue haleine. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to our viewers. Good day to you as well, and thanks for staying with us. A quote on decentralization, or a bill on decentralization quote that will accord special status for the Northwest and Southwest regions is expected to be debated in Parliament as members of the National Assembly and senators meet in an extraordinary session convened at the behest of the head of state, Paul Biya. The extraordinary sessions of the National Assembly and the Senate take place this Friday, December 13, 2019. Such a bill relating to the decentralization code is expected to carry the content and the embodiment of the special status for the two English-speaking regions of the country, as recommended by the participants of the major national dialogue. The recommendation that was one of the main outcomes of the major national dialogue has been highlighted as a way of arresting the crisis that has been ailing Anglophone Cameroon for more than 3 years. Thus, there is growing anxiety amongst Anglophones and other stakeholders who are impatiently waiting to see the contents of the most talk about special status. It is expected that the decentralization budgetary allocation for the Northwest and Southwest regions will increase. The House of Chiefs restored with deliberative autonomy, the suppression of the posts of government delegates, and the institution of an independent public commission of inquiry. We now talk about the foundation stone of a new National Assembly building that has been laid in the nation's political capital, Yaoundé. It was laid yesterday by the House Speaker of the National Assembly, Kavaye Jibril, and is expected to be constructed by the Chinese company, and the project is expected to last that's in 2023, and that will be sponsored by the Chinese government at a tune of 54.5 billion francs CFA. It is an architectural jewel with 14 floors and a hemicycle with 400 seats. This will replace the present structure whose existence has suffered fire outbreaks. The edifice will cover 9 hectares of land. The House Speaker hailed the Sino-Cameroon bilateral cooperation. The Yaoundé regime has been in panic following persistent pressure from the international community for it to resolve the Anglophone crisis. Result of this recurrent pressure is organization of the major national dialogue, which saw a special status announced for the two English-speaking regions of the country. Also, the convening of the extraordinary parliamentary session, which has opened in Yaoundé today. And victories of these pressure moments by countries, international wide groups, and organizations are contained in this report. The President of the Republic of Cameroon, Paul Biya, on November 30th, 2017, declared war on the Anglophone secessionists at the Simalène International Airport from Côte d'Ivoire.
Since then, the Anglophone crisis turned to an armed conflict, with killings and destruction of properties recorded till present. This drew international attention from 2018 and became a challenge to Cameroon's foreign relations. Many countries, international rights groups and organizations from last year pressurized the government of Cameroon to dialogue with separatists. On May 30, 2018, the United Nations declared a humanitarian crisis in southern Cameroon and started organizing aid. The UN calls on governments to impartially carry out investigations of possible human rights violations in the two English-speaking regions. On November 20, 2018, the UN condemned both sides, the separatists for abductions, school attacks, and killing of military men, and the government for carrying out extrajudicial executions, arbitrary arrest, and unlawful detention and torture. Before this, the European Union had on June 20, 2018, supported the entry of the UN bodies to the Anglophone regions and called upon the Cameroonian government to allow this. In April 2019, the European Parliament passed a motion condemning human rights violations in Anglophone Cameroon and calling for an investigation of possible war crimes committed by Cameroonian soldiers. It also calls on the government of Cameroon to stop using military trials for civilians and francophone courts for Anglophone detainees. The motion concluded that the Anglophone crisis, if it continues, should be tabled at the United Nations Security Council. In June 2019, the EU gave its blessing to the Swiss-mediated negotiations, which saw the Biya government launching it. On May 6, 2019, the UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, said there was still a window of opportunity to end the crisis, but government has to take decisive action to win the trust of the population of the Northwest and Southwest regions. These and more reactions from the international community caused panic in Yaoundé, and the head of state in October 2019 announced a major national dialogue which held with resolutions reached, though yet to be implemented, for return of peace. While the dialogue was ongoing, hundreds of Anglophone detainees were released. The Commonwealth of Nations, the International Organization of La Francophonie, and others expressed support for the initiated peace process. Recent pressure from the United Nations, United States, and the United Nations Security Council on the persistent socio-political impasse has instigated announcement of an extraordinary parliamentary session upon high instruction from the President of the Republic, Paul Biya. An extraordinary parliamentary session which holds this Friday, December 13th, 2019, with objectives still unknown to many Cameroonians. As the Anglophone crisis keeps on, it should be noted that gender-based violence equally rises in the two English-speaking regions of the country, and Bustela paints the situation in the Northwest region. Some opinion hold that most women are sexually harassed based on how they were dressed. Gender-based violence experts say it is no excuse for violence to prevail. It's quite unfortunate that people always go with the blame game. Mostly perpetrators and other community members who seem not to understand the far-reaching effects of gender-based violence, and especially rape on the victims and the survivors. We are concerned about the fact that they are being victimized because of who they are. Gender-based violence is as old as mankind. Before the armed conflict in Anglophone Cameroon, this violence ranging from rape, domestic violence, denial of resources, female genital mutilation, breast ironing, and psychological abuse, to name these few, already had disturbing figures. Today, these figures are rising as the armed conflict continues to render many vulnerable.
The week that just passed, we had at least 9 rape cases. That's an appalling kind of statistics to go by. Homes have been burned, people are running away, and all of those things are pushing women and girls and including children to now take up more responsibilities. And now most of them go and give what we call sex for survival. And that's a gender-based violence issue. And within the context of the crisis, they are not doing that because they want it. They are doing that because the situation has forced them. In the Northwest region, persons with special abilities have been targeted. We've had a good number of cases with disabilities. We've had people with visual impairments. We've had those with mobility impairments, and even some with intellectual disabilities who have been violently raped and sexually assaulted. It's quite appalling to think that in a crisis situation, people take advantage of those who cannot see, people take advantage of those who cannot evacuate themselves because they cannot access the environment which is inaccessible, not because of anything of their making. The Cameroon Baptist Convention Health Services recently inaugurated this structure aimed at giving hope to survivors of gender-based violence. Gone are the days where we sit and take and internalize the pains we go through. We are saying that for gender-based violence survivors, there is hope for you in the horizon. We have a number of services that are out there for you and I to be able to utilize within the referral pathway of gender-based violence. Now we have the space that CBC has just recently opened. It's a one-stop shop for survivors of gender-based violence. And when we talk about a one-stop shop, it's a space where if you have been victimized, if you have been violated out there, you can call to the center and you will have someone talk to you, someone listen to you. You'll have some food to eat, you'll have space to rest, not just for hours, but you can rest for 1, 2, 3 days. You'll have equally a legal person talk to you. You'll have the medic see your condition. And just to say that we are giving all of those services for free, especially for those who are very vulnerable. This one-stop shop is realized with support from the United Nations Population Fund. We realized in the Northwest that following statistics from surveys that the rate of gender-based violence has drastically increased. So this called for an action, and this is one of the response actions in order to go a long way to help survivors to seek services that are available that could help them to come out from their stressful situation and develop positive coping mechanisms to live a normal life again in the society. We talk about the pioneer regional delegates of decentralization and local development who have said that all municipal authorities must deliver for the implementation of government's policies. On his part, there will be zero balance or tolerance. Mokete Joseph was speaking. That was during his installation chairs by the governor of the Southwest region, Bernard Okalia-Bilai. Derijo tells us more. Southwest governor makes his entrance at the Buea Council to install Mokete Joseph as the pioneer regional delegate of decentralization and local development for the Southwest region. But first, Governor Bernard Okalia-Bilai drew the attention of all to what he called the shock Buea municipality has recently been confronted with: the demise of Mayor Kema Patrick Isunge, who was also one of the strong links in the decentralization chain. Mr. Kema Patrick Isunge, in this regard, may I now invite you all to please rise for a minute of silence in his honor. May his soul rest in peace. Ladies and gentlemen. To Governor Bernard Okalia-Bilai, the creation of the Ministry of Decentralization and Local Development, to the appointment and now the installation of the regional delegate, is a move by President Paul Biya to meet up with the aspirations of the population. In this light,
The most talk about decentralization should no longer be considered as a simple slogan or dormant policy, but a priority to the entire government under the distinguished leadership of His Excellency President Paul Biya. Mokete Joseph, the Pioneer Regional Delegate, is therefore expected to sustain with the various officials of the decentralization local entities. What is expected from the new regional delegate is to assist the municipalities to make the municipalities become really autonomous. And the message from Mokete Joseph, the Pioneer Regional Delegate of Decentralization and Local Development, to his collaborators was that of hard work and zero tolerance. No, we have not come to take the place of mayors or government delegates or whatsoever. We are just like supervising authorities to make sure the. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast. Thanks so much for watching. Do join us at 4 p.m. Radio Lambert. La prochaine édition bilingue, vous faites bien de le mentionner, est à 16h. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur la chaîne Leader.